Dans un pays où les forces de l'ordre sont menacées par des bandes armées, les commerçants représentent des proies faciles et sont souvent victimes de la violence qui augmente au fil des jours. Monsieur qui sont besoin. Monsieur Chris Sandal. Chris Sandal, bravo, bravo. Okay. Maintenant, tous les magasins ont changé. Vous pouvez voir devant qu'on est caserné à cause de l'insécurité. Et les camions, c'est très difficile pour les camions de venir se garer là pour faire des livraisons de marchandises. Enfin, c'est très difficile. Si vous voulez, vous pouvez regarder devant. Il y a, je crois, 4 ou 5 agents de sécurité qui assure la sécurité de ma mère et de moi. Ça, je pense pas, c'est une ambiance pour faire commerce, pour mettre une cage. Ça, c'est une prison. Ça, c'est une prison. On peut pas... Pas un mot qui travaille dans ces conditions, ça. Il y a en 1999, et 5 hommes armés sont entrés ici, m'ont mis des revolvers à la tête et bon, j'ai failli perdre la vie, ils ont volé tout mon argent. Et il y a peut-être 8 mois de ça, ils ont kidnappé ma mère plus bas là. Et il y a à peine 3 blocs plus bas. Et il y a 2 mois, ils m'ont attaqué encore. Première agression, c'est 3 mon armés, ils ont entré sous moi. Ils mettaient les mains en l'air. Après ça, ils mettaient nous coucher à terre. Ils volaient tout ça, ils pour voler. Deuxième là, c'était 7 moun, bien armés. Ils mettaient tout employé, même travailleurs qui ont le magasin, ils volaient. Ils volent qu'est-ce que ils volent les gens, travailleurs, gens qui viennent acheter tout, ils volent. Après ça, ils prennent la fuite, ils partent. Bah, ça va continuer comme ça, parce qu'on va paniquer ville là chaque jour, on va faire mon pas qu'à investir, mon pipe, il pas qu'à la droite, il pas qu'à la gauche, et puis bah, elle a continué, toujours l'enquête se poursuit. Alors on a demandé, s'il vous plaît, nous électricité, nous sécurité, de quoi pour tout le monde qui travaille en paix, pour nous faire payer à marcher plus bien, pour le monde qui a mangé, pour le monde qui a dormi la caillou en paix. Merci beaucoup. Définitivement, tous les marchands sont victimes. Ce n'est pas les magasins seulement, même les marchands sont victimes. Oui, je suis victime déjà, plusieurs fois. Je vais monter ma machine, je vais prendre valise, à tout comme là-dedans. Et là, je prêter, pour ne pas retirer au grand monde, pour pas arriver à demander. Je suis victime plusieurs fois. Plusieurs fois. Pour arriver dans une série de magasins, pour un paquet de grillage, une série de caloches, il faut passer 3 portes de montrer dans le magasin. Et après, nous boire sous les âmes sous. Et puis, deuxièmement, ça fait mettre gros âmes la caille tout. On paquet de commerçants là, ça, gros mitraillettes descendent. Mitraillettes, fusil, là, ils ont pris leur défense en main. Ils ont bouqué, victimes, ils ont jeté dans le magasin, ils ont volé, ils ont tiré. Ça décourage à faire le business, mais quand on n'a pas le choix, nous avons 2 magasins là depuis longtemps. Et c'est notre travail, c'est ça qu'on sait faire. Alors, et on se débrouille assez bien. Alors, comme ici, on n'a pas le choix, on est là. Non, quitter Bordeaux à cause de l'insécurité, à cause des problèmes qu'il y avait, à cause des attaques que j'ai eues personnellement. Là, tout le monde a cherché pour me sauter Pétionville. Mais son erreur de la part de l'élite de ce pays. Mais soit fuir de responsabilité ou pas confronter comme l'élite de ce pays, pour malheureux, il fait même la porte d'ailleurs. Et puis, on va juste sur mon micro pour un bidon vidéo qui a gonflé. Au lieu de nous décentraliser, là, nous avons centralisé, et puis chaque fois, nous avons adressé tête nous pour le centre commercial de ce pays, un pays de 8 millions d'habitants, c'est où? C'est à Pétionville. Tout le monde me dit de monter à Pétionville parce qu'il n'y a pas ce trafic qu'on connaît à Port-au-Prince. Mais je préfère rester ici parce que malgré tout, les ventes sont à Port-au-Prince. Pour des raisons économiques, le centre-ville est jusqu'à présent un des points les plus importants pour les commerçants. C'est là où on a le plus de ventes et les provinces s'approvisionnent du centre-ville. Parce que tu as toutes les stations de bus qui sont près du centre-ville, donc ils descendent du bus, viennent acheter, ils remontent leur bus et retournent en province. Donc on n'a aucun intérêt. On peut ouvrir un 2e magasin à Delma ou un 3e à Pétionville
Mais je pense que le commerce, le vrai commerce se fait toujours au centre-ville et on n'a pas intérêt à ignorer ça. Et il y a les sentiments aussi. Quand on te parlait du centre-ville auparavant, le bord de mer, c'était un paradis. Sous marché là, on a remarqué que chaque monde qui commerce là, il va payer taxes, il va payer rien, son bonne boîte qui devant, on pas capable de juger mon ça parce que c'est la vie à chercher tout. Mais si vous te font marché qui ne coûte presque rien pour faire marché, sous fond marché, on sait des petits marchés de 10 000 mètres carrés. Ça te coûtera, regardez bon, 100 000 pieds carrés, on va faire de 10 $. À $1 million, on va faire 10 000 mètres carrés de marché, on va chaque mon petit morceau, il y a payé un petit cob là-bas, en direct, contre $30 par mois. Et puis, on loue l'amour, il y a un bon salle de bain, moi, je ne suis pas obligé chaque jour à pour vous une caisse, retirer tout ça que la caisse là, exposer l'après-midi, redescendre, chaque fois qu'on court pour faire, ou bien là, pour décider, des bandits décider qu'il y a boule à faire, ils viennent passer gasoline et puis ils boulent parce que c'est un bagarre. Et c'est là qu'il faut comprendre que c'est devant que ils fait tout besoin. Les élites de ce pays, les gens qui étudient, qui ont l'argent, il faut prendre responsabilité pour faire, pour mettre l'ordre dans le pays, pour faire bailler au marché. Pour pas que tout le monde a péri, alors on parle une mer de pauvreté tout à côté. Alors, même si on a l'argent, et puis on va y par les pauvres. Je voudrais avoir votre opinion. Est-ce que les descendants d'Arabes qui sont dans le pays aujourd'hui, est-ce qu'ils ont un rôle à jouer dans l'avenir du pays? Est-ce qu'ils ne devraient pas être conscients que maintenant, étant devenus une classe possédante, je pourrais dire, est-ce qu'ils n'ont pas quelque chose à faire? Et qu'est-ce qu'ils ne devraient pas prendre conscience qu'ils ont quelque chose à faire et qu'ils devraient peut-être s'impliquer un peu plus? Parce que le descendant de l'arabe est haïtien. Moi, pourquoi je touche l'arabe? C'est notre devoir aussi. Les Arabes, actuellement, jouent un rôle actif dans la politique haïtienne. André Aped, d'ascendance libanaise, est parmi les premiers à dénoncer la dérive dictatoriale du régime de Jean-Bertrand Aristide. Donc il y a toute une mentalité à changer, parce que pourquoi pas ne pas avoir un président arabe, haïtiano-arabe? Pourquoi pas? On l'a eu à la Jamaïque, avec Siaga, on l'a eu à Saint-Domingue. Dans un passé récent, il y a eu des Arabes d'être de deux côtés de la barrière. D'un côté, par exemple, sous Aristide, vous aviez M. Ismaël, qui a participé activement à la politique de ce pays. Maintenant, après Aristide, vous avez M. Aped, qui est aussi très actif dans la politique haïtienne. Vous vous rappelez de Malval? Oui. Quand Malval est monté. Malval, Premier ministre. Ça a été notre seul cas. Et malgré ça, il a dû bien faire comprendre que son arrière-grand-père faisait partie des généraux qui ont donné l'indépendance à ce pays. On peut arrêter de voir la chose comme arabe haïtien. Voilà, fini. C'est une blessure que je sens très profondément chez mes interlocuteurs d'origine libano-syrienne. C'est de ne pas se sentir accepté comme haïtien après 3-4 générations de présence en Haïti. Je crois vraiment qu'il faut prendre la peine de retourner aux faits, de retourner aux documents, de retourner aux témoignages pour trouver quels sont les faux pas que nous avons commis et voir comment rattraper tout ça. Et je crois que bien comprendre les réalités de la communauté libano-syrienne en Haïti est un pas dans ce sens. Je pense que c'est très nécessaire que toute cette communauté fasse quelque chose, participe politiquement à ce pays. C'est pas qu'on ait des ambitions à être président de la République ou pas, ok? Mais quand même participer dans les partis politiques, participer dans les associations professionnelles, participer dans toutes sortes d'associations caritatives, etc. et aider ce pays. Et on est prêt à le faire. Moi, je n'ai aucune ambition politique. Mais je crois qu'on a beaucoup d'expérience et on n'a pas besoin de l'argent pour vivre. Donc on pourrait apporter tout notre savoir, enfin, tout le savoir de la colonie, enfin, pour aider ce pays à démarrer économiquement. Jusqu'à présent, on fait marche arrière dans ce pays. Et il est temps que les gens, ma génération, commencent à participer, ce qu'on peut dire le decision making dans la politique. Il faut qu'on s'intègre d'une façon ou d'une autre. Parce que tu ne peux pas faire les deux. Moi, je ne peux pas faire le commerce et la politique, mais je peux, si tu veux, influencer la politique dans un sens ou dans un autre.
ensemble, on peut relever ce défi. Moi, je pense fermement à ça. Même si on m'appelle un rêveur. Un plaisir de te connaître. Un plaisir. Bon, vraiment, ce genre de déjeuner qu'on fait au bas de la ville, c'est s'accrocher aux derniers cheveux d'une tradition qui n'existe plus et d'un pays qui n'existe plus finalement. Parce que le Port-au-Prince d'antan, le Port-au-Prince que j'ai connu, le bord de mer, bon, c'est fini tout ça, c'est fini. Pour le pays, pour la patrie, marchons unis, marchons unis, dans nos rangs, point de traite, du sol, soyons seuls maîtres, vivons unis, vivons unis, vivons unis en Haïti. Marchons unis, soyons unis, vivons en harmonie. Marchons unis, soyons unis, vivons